Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Vous savez, parfois les plus grandes avancées, elles surgissent des pires moments, quand innover devient la seule option. Oui, c'est souvent sous pression que les choses bougent. Exactement. Imaginez un peu une épidémie terrible, des hôpitaux complètement débordés, des médecins impuissants. Et puis soudain, une seule idée, portée par un médecin qui ose voir les choses différemment. Et ça change tout. C'est une histoire assez incroyable en effet. Aujourd'hui justement, on plonge au cœur de la naissance des soins intensifs. Une histoire pas si connue, mais absolument essentielle. Et tout part d'une épidémie dévastatrice de polio. À Copenhague, au Danemark, en 1952. C'est ça. Et au centre de tout ça, un homme, le docteur Bjørn Ibsen, un anesthésiste. Exactement. Alors, pour cette discussion, on s'appuie sur pas mal d'articles, de récits qui documentent cette période vraiment critique. Notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre comment l'audace d'un homme, mais aussi une mobilisation collective assez folle, ont non seulement sauvé des vies à l'époque, mais ont carrément inventé une nouvelle branche de la médecine. Tout à fait. Une branche indispensable aujourd'hui. Bon, alors, prêt à explorer ça ? Allons-y. Alors, oui. Pour bien comprendre l'importance de ce qui va suivre, il faut d'abord imaginer la situation. Copenhague, été 52. Oui. La ville est frappée par une épidémie de polio, mais d'une violence rare, vraiment une des pires jamais vues. Ah oui. Chaque jour, des dizaines de personnes, beaucoup d'enfants d'ailleurs, arrivent à l'hôpital Blegdam, c'est l'hôpital des maladies contagieuses là-bas. Ils arrivent paralysés et surtout, ils n'arrivent plus à respirer. Et à l'époque, l'outil principal pour aider ces gens à respirer, c'était quoi ? L'outil de référence, la machine qu'on connaissait, c'était le poumon d'acier. Ah oui, cette grosse boîte métallique. C'est ça. Un grand caisson qui enveloppe tout le corps, sauf la tête, et qui fonctionne par pression négative. En gros, ça crée un vide autour du thorax pour forcer l'air à rentrer dans les poumons. D'accord. Mais voilà le drame. À Copenhague, l'hôpital Blegdam, il n'a qu'une seule poumon d'acier vraiment fonctionnel. Un seul. Un seul. Plus quelques vieux modèles moins efficaces. C'était totalement insuffisant face au nombre de malades qui arrivaient chaque jour. Un seul appareil pour des dizaines de personnes en détresse vitale quotidienne. La situation devait être... j'imagine même pas. C'était cauchemardesque. Et le manque d'appareils, ce n'était même pas le seul souci en fait. Ah bon ? Non, parce que ces poumons d'acier, ils avaient une limite hyper dangereuse. Ils n'empêchaient pas les patients d'inhaler leurs propres sécrétions. La salive, les vomissures... Exactement. Et ça provoquait des pneumonies d'aspiration qui étaient souvent fatales par-dessus le marché. D'accord. Du coup, le résultat était catastrophique. Au début de l'épidémie, le taux de mortalité chez les patients avec paralysie respiratoire, c'était près de 90%. 90%. C'est terrifiant. Quasiment une condamnation à mort, oui. Les sources donnent des chiffres pour illustrer ce drame à Blegdam. 2722 patients admis en juste 6 mois. C'est énorme. Au pic de la crise, c'était jusqu'à 50 nouvelles admissions par jour, dont 6 à 12 qui avaient besoin d'aide pour respirer. Là, tout de suite. Chaque jour. Chaque jour. Au total, sur cette période, 316 personnes avec une paralysie respiratoire, soit bulbaire, donc le tronc cérébral qui lâche, oui, le centre de commande, soit bulbospinal, qui touche aussi les nerfs des muscles. Et comme vous disiez, la quasi-totalité mourait. La moitié étaient des enfants. On imagine à peine le désarroi des soignants. Ah mais c'était terrible. Ils voyaient les patients s'étouffer littéralement sous leurs yeux sans pouvoir faire grand-chose. Le virus attaquait les centres nerveux, les muscles respiratoires étaient paralysés. Et le poumon d'acier ne suivait pas. Voilà. Pas assez nombreux et inefficace contre l'aspiration. L'approche médicale de l'époque était complètement dépassée. Il fallait autre chose, urgemment. Et c'est là qu'arrive notre homme clé, Bjørn Ibsen, né en 1915, mort en 2007. Anesthésiste danois. Il avait aussi passé du temps à se former aux États-Unis d'ailleurs. Oui, au Mass General, à Boston notamment. C'est ça. Peut-être que ça lui a donné une autre perspective. En tout cas, lui, pendant cette épidémie à Copenhague, il ne se contente pas de regarder le désastre. Il observe, il analyse, il mesure. Et là, il fait une découverte clé. Racontez-nous. Alors, Ibsen, oui, comme anesthésiste, il connaissait très bien les gaz du sang, la physiologie de la respiration, tout ça. Son domaine. Son domaine.
Alors il a fait des prélèvements de sang sur les malades dans le poumon d'acier. Il a même analysé l'air à l'intérieur du caisson où était un jeune garçon. Et ces mesures ont montré un truc que les autres ne regardaient peut-être pas d'aussi près. Quoi donc? Des niveaux très très élevés de dioxyde de carbone, le CO2, dans le sang des patients. Ah, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que tout le monde pensait « Ah, manque d'oxygène, non ?» Exactement. L'obsession, c'était l'oxygène. Mais lui, il pointe un autre problème. Le CO2. Voilà. Lors d'une réunion cruciale à l'hôpital Blegdam, face à ses collègues complètement démunis, Ibsen présente son hypothèse. Il leur dit, en substance, le problème principal, c'est peut-être pas tant le manque d'oxygène qu'on essaie de corriger, c'est surtout cette accumulation énorme de CO2 que le corps paralysé n'arrive plus à sortir. D'accord. Et il explique que cet excès de CO2, ça rend le sang acide, c'est l'acidose. Et pour lui, c'est ça, cette acidité, qui empoisonne le corps, qui fait lâcher les organes et qui mène à la mort. C'était une vision complètement différente. Au lieu de juste penser à faire rentrer de l'O2, il dit « Attention, il faut surtout faire sortir le CO2 ». Ce qui est fascinant ici, c'est d'à quel point c'était à contre-courant pour l'époque. Obsession sur l'oxygénation, on l'a dit. Ibsen a ce courage de dire « Non ». Le vrai tueur ici, c'est ce déchet, le CO2, que le corps ne peut plus évacuer. Il a redéfini le problème, en fait. Et quand on redéfinit le problème, logiquement, on propose une autre solution. Qu'est-ce qu'il a osé proposer? Alors, fort de son diagnostic, Ibsen propose une stratégie en 2 points, totalement révolutionnaire pour ce contexte. Premièrement, faire une trachéotomie. C'est l'incision dans le cou. C'est ça, une petite ouverture pour mettre un tube directement dans la trachée. Ça permet de court-circuiter les voies aériennes hautes, souvent encombrées par les sécrétions. Et surtout, ça protège les poumons de cette fameuse aspiration mortelle. D'accord, première étape. Et la deuxième? Deuxièmement, et c'est là le cœur de l'innovation, appliquer une ventilation en pression positive, la VPP. La VPP, alors expliquez-nous simplement, c'est quoi la différence avec le poumon d'acier? Bien sûr. Le poumon d'acier, c'est pression négative. Ça tire sur la poitrine de l'extérieur pour que l'air entre. La VPP, c'est l'inverse. On utilise un appareil, où on va le voir, des mains, pour activement pousser de l'air enrichi en oxygène dans les poumons par le tube de la trachéotomie. On force le gonflage. D'accord. Et l'expiration, elle, se fait passivement. L'avantage énorme, c'est qu'on contrôle beaucoup mieux le volume d'air qui rentre et surtout, on assure une bien meilleure sortie du CO2. C'est ça la clé. Mais cette VPP, c'était tout nouveau, personne n'en faisait. Pas complètement nouveau, non. Les anesthésistes comme Heimsen l'utilisaient déjà, mais c'était pour quelques heures, au bloc opératoire, pendant une chirurgie, sur un patient endormi. Ah oui, très ponctuel. Voilà. L'idée de l'utiliser en continu, jour et nuit, pendant des semaines, voire des mois, sur des patients plus ou moins conscients, dans une salle d'hôpital normale, ça, c'était inédit. Et beaucoup pensaient que c'était trop risqué, voire impensable. Une proposition audacieuse, donc. Et comment ça a été reçu? Est-ce qu'il a pu essayer? Eh bien, face à l'hécatombe, le chef de l'hôpital, le professeur Lassen, il a dit oui à Ibsen. Il n'y avait plus grand-chose à perdre, en fait. Il fallait tenter quelque chose. Exactement. Et dès le lendemain de cette réunion, le 26 août 1952, une date importante, Ibsen a eu sa chance de prouver que ça marchait. Sa première patiente, une jeune fille de 12 ans, Vivi Hébert. Elle était dans un état gravissime, polio-paralytique, inconsciente, toute bleue, cyanosée. Elle était clairement en train de mourir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Avec son équipe, il a fait la trachéotomie. Tout de suite, ça a permis d'aspirer les sécrétions qui l'étouffaient et de protéger ses poumons. D'accord. Ensuite, il a branché un ballon en caoutchouc autogonflant, ce qu'on appelle un embu aujourd'hui, sur le tube et il a commencé à presser le ballon, rythme régulier, pour insuffler de l'air oxygéné direct dans les poumons. De la VPP manuelle en fait. Et le résultat a été immédiat, spectaculaire. En quelques minutes, la petite a retrouvé des couleurs, ses signes vitaux se sont améliorés, il l'a littéralement ramenée à la vie. Incroyable! Vivi Hébert a survécu. Elle a vécu jusqu'en 1971. C'était la preuve vivante. Le moment Eureka pour Ibsen. Un succès fou et immédiat. Mais ce succès sur une seule patiente, ça a dû poser une question gigantesque tout de suite, non? Ah oui. Comment on fait pour tous les autres? Il y avait des dizaines de malades en détresse respi. Ibsen ne pouvait pas être derrière chaque lit à presser un ballon H24. Et surtout, il n'y avait pas de machine pour faire cette VPP longtemps. C'est exactement ça.
le nouveau défi colossal. Les quelques ventilateurs mécaniques qui existaient à l'époque, c'était soit des prototypes, soit des trucs pour l'anesthésie courte durée ou pour les accidents dans les mines. Rien d'adapté pour maintenir en vie des malades de la polio pendant des jours et des semaines. La technologie n'était juste pas là. Elle n'existait pas pour appliquer l'idée d'Ibsen à grande échelle. Et c'est là qu'arrive peut-être le truc le plus extraordinaire de toute cette histoire. La réponse humaine. La mobilisation. Faute de machines, Ibsen et les chefs de l'hôpital ont eu une idée incroyable. Laquelle? Faire appel aux étudiants. Aux étudiants? Oui, près de 200 étudiants. En médecine, mais aussi en dentisterie de l'Université de Copenhague. Recrutés, formés en urgence, leur mission? Oui. Devenir les ventilateurs humains des malades de la polio. Des ventilateurs humains? Oui. Organisés en équipe, ils se relayaient, jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Au chevet de chaque patient intubé, trachéotomisé, il y avait un étudiant, assis là, concentré. Sa seule tâche, appuyer sur le ballon en caoutchouc. Au bon rythme, environ 20 fois par minute, pour envoyer l'air vital dans les poumons du malade. C'est une image absolument folle. Des centaines de jeunes assis pendant des heures, qui assurent la survie de quelqu'un d'autre, souffle après souffle, juste avec leurs mains et leur concentration. Ça a duré longtemps? Des semaines, puis des mois. Les sources parlent de 165 000 heures de ventilation manuelle au total. 165 000 heures? C'est monumental. Un effort logistique et humain gigantesque. Imaginez ces salles d'hôpital, pleines de lits. Et à côté de chaque lit, un étudiant qui veille, qui pompe. C'était la vie ou la mort, littéralement au bout de leurs doigts. Fallait une discipline de fer pour tenir le rythme, pas s'endormir. Et l'impact ventilateur sur la mortalité, est-ce que cette armée de ventilateurs a changé les choses? L'impact a été radical, mesurable. Rappelez-vous, au début, on était à presque 90% de morts. Oui. Grâce à cette combinaison trachéotomie plus VPPM manuel continu, le taux a chuté de façon spectaculaire. Les chiffres varient un peu, mais on est passé à environ 25%. De 90 à 25%. Oui, ou 31% selon un rapport de mi-septembre. Dans tous les cas, une baisse énorme, près des 2/3. C'est une différence incroyable. Et on comprend mieux pourquoi ça a si bien marché du coup. Oui, tout à fait. La VPP contrôlée, même manuellement, ça permettait enfin d'assurer une ventilation correcte, c'est-à-dire pas seulement amener de l'oxygène, mais surtout, comme Ibsen l'avait prédit, d'éliminer efficacement ce fameux CO2 en excès. Donc, plus d'acidose. Voilà, ça évitait l'acidose sanguine, ça permettait aux organes de continuer à fonctionner. Et en même temps, la trachéotomie protégeait les poumons de l'aspiration et facilitait les soins. C'est vraiment un témoignage fou de ce qu'une idée juste, même avec des moyens hyper rudimentaires mais une organisation impeccable, peut accomplir. Cette expérience incroyable, gérer tous ces patients si graves qui demandaient une surveillance et des soins permanents, ça a dû faire germer une autre idée chez Ibsen, non? Tout à fait. En gérant cette situation complètement hors norme, Ibsen et son équipe ont vite compris que c'était très compliqué et pas efficace du tout de disperser ces malades critiques dans tout l'hôpital. Oui, j'imagine. Chacun demandait une attention spéciale, du matériel spécifique, même si c'était juste un ballon et un étudiant au début. Et surtout, il fallait du personnel, médecins, infirmières, qui s'y connaissaient vraiment en insuffisance respiratoire, en ventilation. Donc, l'idée logique, c'était de les regrouper. Précisément. Comme le dit une des sources, Ibsen a compris qu'il était plus facile de s'occuper d'eux en un seul endroit. Un endroit dédié, où on pourrait concentrer les ressources, le matériel, même manuel au début, et surtout l'expertise. Et ça, c'est la naissance du concept même de l'unité de soins intensifs. L'USI, l'ICU. C'est exactement ça, la naissance de l'idée fondamentale. Il a mis en œuvre vite cette idée. Très vite. Dès 1953, l'année juste après l'épidémie, Björn Ibsen ouvre officiellement la toute première unité de soins intensifs multidisciplinaires, médicale et chirurgicale au monde. La première au monde? La première au monde. Pas à Blegdam, mais dans un autre hôpital de Copenhague, l'hôpital municipal, le Kommunehospitalet. Ils ont réaménagé une simple salle de classe d'infirmières pour créer cet espace pionnier. C'est vraiment là, à ce moment-là, que les soins intensifs modernes sont nés. Incroyable! Et d'ailleurs, en 1958, Ibsen va copublier un des tout premiers articles scientifiques qui décrit les principes d'organisation et de gestion d'une unité comme ça.
Si on prend un peu de recul, c'est une révolution silencieuse, mais énorme dans l'organisation des hôpitaux. Ah, mais complètement. Avant Ibsen, les patients très très graves étaient souvent un peu partout dans l'hôpital. L'idée de créer une unité spéciale, avec du personnel formé pour ça, du matériel concentré pour surveiller et traiter les défaillances des organes vitaux, c'est la base même des soins intensifs d'aujourd'hui. Et il a vite vu que ça dépassait la polio. Oui, il a vite compris. Il a appliqué avec succès cette ventilation contrôlée par trachéotomie pour traiter des malades du tétanos aussi, une autre maladie terrible qui provoque des spasmes musculaires mortels. Ça montrait bien que le concept était plus large. Donc le concept était là, l'organisation se mettait en place, mais j'imagine que les outils, eux, les fameux ventilateurs, ils ont dû pas mal évoluer depuis l'époque héroïque des étudiants et des ballons ressuscitants. Ah oui, l'évolution a été énorme. Après Copenhague, l'industrie médicale s'est mise à développer des ventilateurs capables de faire de la VPP prolongée. Mais les premières machines, dans les années 50-60, elles restaient assez basiques. C'est-à-dire ? Souvent, c'était des systèmes de soufflet mécaniques, un peu comme des pompes à vélo automatiques, quoi, reliés aux patients par des tuyaux. Basique et risqué, j'imagine. Oui, surtout parce qu'il n'y avait quasiment pas d'alarme de sécurité. Imaginez une seconde, le tuyau se débranche la nuit, ou la machine tombe en panne. S'il n'y avait personne juste à côté pour s'en rendre compte tout de suite et reprendre la ventilation à la main avec le ballon, le patient pouvait mourir en quelques minutes. Donc surveillance humaine constante, obligatoire. Constante et infaillible. Ce qui était extrêmement dur à assurer, évidemment. C'est un contraste fou avec les réa d'aujourd'hui remplis de machines ultra sophistiquées qui bipent pour un oui ou pour un non. Tout à fait. Les ventilateurs modernes, ce sont des bijoux de technologie à côté. Ils ont des capteurs partout, des alarmes pour tout, déconnexion, pression trop haute, trop basse, problème d'électricité, d'oxygène. La sécurité est bien mieux gérée. Mais c'est pas seulement ça. Les machines d'aujourd'hui sont aussi beaucoup plus intelligentes et plus douces pour le patient. Comment ça ? Par exemple, elles peuvent détecter quand le patient essaie de respirer par lui-même. Et elles synchronisent l'aide de la machine avec les efforts du malade. C'est plus confortable, moins agressif pour les poumons. Ah oui ? Elles mesurent en permanence des trucs compliqués comme la compliance pulmonaire, l'élasticité des poumons si vous voulez, ou la résistance des voies aériennes. Ça permet aux médecins d'ajuster les réglages très finement. Elles offrent plein de modes de ventilation différents, adaptés à chaque malade, en contrôlant les volumes d'air, la pression, le rythme, l'oxygène. Une sophistication incroyable. Mais au fond, est-ce que toutes ces machines modernes, ce ne sont pas juste des perfectionnements de l'idée de départ d'Ibsen ? C'est exactement ça. Toute cette technologie de pointe, elle repose toujours sur le principe fondamental qu'Ibsen a démontré en 1952, maintenir en vie et corriger les problèmes de gaz du sang en appliquant une ventilation en pression positive contrôlée. Les machines ont changé, elles sont devenues infiniment plus sûres, plus performantes, mais le concept de base, il est toujours là. C'est pour ça que l'héritage de Björn Ibsen il est colossal. Il est vraiment considéré comme le père fondateur de la médecine de soins intensifs. Et pourtant son nom, il reste assez méconnu du grand public, non ? C'est vrai. Certaines sources disent même que des spécialistes, en anesthésie-réanimation surtout, célèbrent de façon informelle le 26 août comme le Björn Ibsen Day, en souvenir du jour où il a présenté son idée folle à Blegdam. Oui, c'est un vrai paradoxe, des millions et des millions de vies sauvées grâce aux soins intensifs dans le monde entier. Mais très peu de gens connaissent l'histoire de leur création et le nom de celui qui a tout lancé. Les sources qu'on a lues soulignent aussi, en faisant un lien discret avec la pandémie de Covid d'ailleurs, où ces articles ont souvent été republiés, que cet exemple de Copenhague en 52, ça reste une inspiration très forte. Oui. Ça montre ce qu'une communauté médicale déterminée, solidaire et prête à innover radicalement peut faire face à une crise sanitaire majeure. Ça résonne encore aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Si on essaye de résumer un peu notre exploration, on a vu comment une crise sanitaire terrible, cette épidémie de polio, a servi de catalyseur brutal, mais hyper fécond pour l'innovation. C'est ça. On a découvert la puissance d'une idée qui casse les codes, celle d'Ibsen sur le COD et la VPP par trachéo, et comment elle a pu marcher grâce à un effort humain collectif, mais extraordinaire, celui des étudiants en ventilateur. Absolument incroyable. Et de tout ça est née une spécialité médicale entière, les soins intensifs, qui est devenue un pilier de nos hôpitaux aujourd'hui. C'est une démonstration éclatante que oui, les moments très durs peuvent forcer le progrès.
L'histoire d'Ibsen et de Copenhague, ça nous rappelle aussi que les grandes avancées, elles naissent souvent quand on ose remettre en question les idées reçues, quand on regarde un problème sous un nouvel angle. Et ça souligne aussi l'importance de ne pas oublier ces pionniers. Leur travail courageux, c'est la base sur laquelle on travaille encore aujourd'hui en médecine de pointe. Ça soulève une question importante, oui, sur la mémoire, la reconnaissance de ces contributions fondamentales qui façonnent notre quotidien, mais dont on oublie un peu les origines. Exactement. Et peut-être pour laisser une dernière piste de réflexion. Pensez à la manière dont l'approche d'Ibsen, au début c'était pour la polio, puis il l'a étendue au tétanos, a en fait prouvé la valeur d'un principe beaucoup plus large. Lequel ? Le principe que pour traiter les patients les plus critiques, peu importe la cause de leur état au départ, c'est crucial de concentrer au même endroit l'expertise médicale et infirmière la plus pointue et la technologie de surveillance et d'aide aux fonctions vitales qui lâche. Concentrer les forces. Voilà. Ce principe de concentration des ressources et des compétences, pour lesquelles est plus grave, c'est l'essence même de la philosophie des soins intensifs. Et ça, c'est un héritage direct de cette crise de 1952 et de la réponse visionnaire qui a été apportée.